La première lutte, c'est mon inscription sur la liste, mais là, le secrétaire général a répondu tout à l'heure. Et Alassane, lui-même, le président de la République actuelle, il a connu ça. Et pour l'aider, en 1995, je n'ai pas déposé de candidature, bien que tout mon dossier soit prêt. J'ai d'ailleurs montré tout mon dossier à une conférence de presse à l'Aïtassi, à Treichville. Il y avait Fologo qui était assis à côté de moi. À l'époque, quels sont les sacrifices qu'on n'a pas fait pour lui? On en a fait beaucoup. On en a fait beaucoup. Mais, bon, tout ça, c'est ça. La guerre ne peut pas être considérée comme une excuse. Quand on regarde ce qu'il y a eu lieu au Libéria, en Sierra Leone, le cas de la Côte d'Ivoire n'est rien. Ce n'est rien. On a eu une drôle de guerre. C'est une drôle de guerre. Depuis mars 2003 jusqu'à aujourd'hui, ce sont les tentatives de règlement qui nous compliquent la vie. Ce n'est pas la guerre. La guerre ne peut pas être considérée comme une excuse. C'est nous qui avons appelé la France pour nous aider. Avant même l'attaque, j'avais averti les autorités françaises qui se préparaient au Burkina Faso quelque chose contre nous, avec des petits caporaux et sergents qui avaient fui l'armée au temps du général Gueye. Je rappelle qu'en octobre 2002, c'est quand même le président de la République, Laurent Gbagbo, qui a demandé que la France serve de force tampon après les accords consacrant l'arrêt des hostilités. Est-ce qu'un putschiste, on doit lui confier un pays? En Afrique, c'est un problème que nous avons. Nous aimons trop célébrer les martyrs au lieu de célébrer les héros. Célébrons nos héros quand ils sont vivants. Souhaitons beaucoup de chance, beaucoup de courage au capitaine Ibrahim Traoré, à Assimi Koïta et Atmani du Niger. C'est important que de leur vivant, ils sachent que nous sommes avec eux. On dit aussi que l'article 35 de la Constitution est fait pour éliminer Ouattara. Ce n'est pas de se lever la question qui m'étonne. Mais c'est les réponses que j'entends souvent qui m'étonnent. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'une loi est votée pour régler un problème. Cette constitution, on est au forum de la réconciliation pour se dire la vérité. Cette constitution a été votée au moment où le problème Ouattara devenait empoisonnant pour tout le monde. Mais l'article 35 ne règle pas que le problème Ouattara. L'article 35 de la Constitution est là, règle 3 problèmes. Premièrement, cet article règle le problème de Ouattara en ce que il a été haut fonctionnaire d'un autre pays. Donc, il y a une phrase qui dit, pour être candidat à président de la République, il ne faut pas s'être prévalu d'une autre nationalité. Ça, c'est pour Ouattara. Oui, ça c'est pour Ouattara, c'est pour régler le cas de Ouattara que les constituants ont écrit ça. Mais il faut que les Ivoiriens aient le courage et l'honnêteté d'assumer ce que le peuple de Côte d'Ivoire a voté. Quand on n'est pas courageux, on ne fait pas la politique. Le deuxième problème que l'article 35 règle, c'est le problème de Bédier, la manière dont Bédier a eu le pouvoir. Bédier était président de l'Assemblée nationale et l'article 11 faisait de lui un président de la République
à part entière. L'article 35 a dissous cet article 11-là et a donné un pouvoir transitoire au président de l'Assemblée nationale, lui demandant d'organiser les élections entre, je crois, 45 et 98. Donc, la manière dont le président Bédi a eu le pouvoir exécutif, on ne pourra plus l'avoir comme ça ici. L'article 35 règle aussi ce cas. Troisièmement, l'article 35 règle le problème du Faux-Boigny. Les Ivoiriens qui ont rédigé cette constitution pensent qu'à un moment donné, le Faux-Boigny était trop vieux et trop fatigué. Donc, trop âgé, il a commis des impairs. C'est pourquoi cet article-là limite l'âge pour être candidat à la présidence à 75 ans. C'est un peu ça vous fait. Non. Donc, il faut qu'on comprenne bien, que les problèmes qui étaient posés au moment où cette loi fondamentale était rédigée, ce sont ces problèmes-là qui ont été réglés. Ne voyant plus de problème, j'ai dit que je ne soumettrai pas cette constitution à révision. Demain, une autre génération, l'autre génération d'hommes politiques qui va venir, peut-être se trouvera en face d'autres problèmes. S'il le souhaite, il peut modifier cette constitution. Ou bien il peut écrire une autre constitution. Mais moi, ce sont les problèmes qui se posaient à nous au moment où nous avons rédigé la constitution que nous avons réglée. On entendait tout ce qu'il disait. Ils ont défoncé le portail avec un char. Ils ont commencé à fouiller la maison. Et 2 heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait, des meubles. Ils ont commencé à trouver la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous. Et puis ils disaient, oui, mais où est-ce qu'il est? On a dit de le tuer, on le cherche, où est-ce qu'il est, etc. Et ils commençaient à danser, enfin vraiment c'était horrible. Des chants, on dirait c'était des sauvages, pardonnez-moi le terme. Moi j'étais choqué de voir que mes compatriotes ivoiriens pouvaient se conduire de la sorte et étaient effectivement venus pour m'assassiner. Ces gens-là sont purement et simplement des assassins. Alors qu'Alassane Ouattara réussit à escalader le mur qui le sépare de l'ambassade d'Allemagne, en ville, le chaos continue. Les opposants sont recherchés, pourchassés, éliminés. Amadou Gon Coulibaly, proche de Ouattara et numéro 3 du RDR, est obligé d'user de subterfuges pour se cacher et trouver un endroit sûr où se réfugier. J'avais eu le sentiment que là où j'étais, que je n'étais pas peut-être totalement en sécurité, et j'ai essayé de voir si je pouvais aller donc ailleurs. J'étais en contact donc avec un de mes oncles qui a essayé de m'organiser une sortie pour que j'aille dans un immeuble qui était donc à Cocody. Alors je vais dire quelque chose qui va vous faire rire. Pour partir, je m'étais donc habillé en femme. J'avais une robe. On avait mis un genre de bonnet de femme. Et puis bon, j'étais tellement pressé, c'était à la fin de la journée, que j'ai plié mon pantalon qui est monté jusqu'au niveau de mon genou. Et puis j'avais donc la robe donc sur moi, et puis le pantalon remonté jusqu'au genou. Et je me rends donc dans cet immeuble. Au moment de monter en gare, je vais, et puis, bon, je vais monter, je vois des gens. L'ascenseur... Nous, fait 6. Je ne suis pas patron, je fais 6. Et on a commis de fautes graves. Donc, quelle faute? Vous parliez de faute, quelle faute? Ben, la fait si on a tué, on a frappé des gens. Oui, sur le campus, on a frappé, on a tué. Si vous partez au campus 2 en bas, là, dans le bas-fond, si vous regardez bien, fouillez, d'aller trouver des os là-bas, des gens qui ont été enterrés vivants. Qui vous avez tué? Des étudiants proches de l'autre parti. Ce parti qui est actuellement au pouvoir. Parce que nous, on ne voulait pas que nos syndicats nous concurrencent. Il a été tué, et tout cela, ils vont se venger. Ils vont se venger.
nous sommes responsables de cette situation-là. Nous FECIS. Vous savez, vous demandez à tous les Ivoiriens, quand vous parlez de la FECI, ils disent quoi, c'est quoi ça? Ils n'aiment pas la FECI, parce que la FECI tue, la FECI frappe, la FECI vole, sans être inquiété. On faisait tout, on mettait la loi partout. Je vais vous donner le statut et puis je vais vous donner un document que nous, les gens de l'Ouest, nous avons fait pour confisquer le pouvoir. Pour garder le pouvoir, les consignes sont écrites. Ce document jette les bases d'une guerre ethnique. Ce responsable de la FECI décide finalement de nous le lire. Filles et fils du Grand Ouest, donnons-nous la main car l'heure est venue pour nous de nous exprimer. L'heure est venue de tuer et chasser les Dakans de chez nous. L'heure est venue de récupérer nos terres. L'heure est venue de débarrasser nos villages et nos villes des Djoula, entre parenthèses Mossi. Appel à tuer, et ça c'est un document officiel de la FECI. Officiel. Isiaka Diaby vient régulièrement dans ce cimetière d'Abidjan. Oui, c'est ici, nous sommes au carré des martyrs. Dans cette tombe collective ont été enterrées plus d'une centaine de victimes de la crise qui avait suivi l'élection présidentielle de 2000 en Côte d'Ivoire. Parmi les corps, ceux des 57 personnes découvertes dans un charnier à Yopougon. Isiaka Diaby en est l'un des survivants. Je ne sais pas par quel miracle je ne suis pas là avec eux. Il raconte avoir été arrêté par les forces de l'ordre à cause de son nom originaire du Nord, puis torturé. Il a pu s'échapper grâce à la complicité de 2 gendarmes. Ils m'ont fait glisser derrière la benne, je suis sorti derrière le camion et j'ai glissé dans la broussaille et j'ai rampé tout nu. Et c'est là que après quelque temps, le camion a avancé, le cargo a avancé un peu devant. Et dans le silence, j'attendais de coups de feu. Mais au plan national, on a été totalement... tous ces cas de viol ont été totalement banalisés. Est-ce que ce n'est pas assez regrettable de banaliser aussi des actes aussi répréhensibles que le viol, surtout le viol des femmes? C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut dire que ces cas de viol se sont produits dans un contexte politique assez spécifique. Et voilà. Mais oui, mais est-ce qu'on doit tenir compte de l'appartenance politique d'une violée? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas l'appartenance politique de la violée. Le problème, c'est pourquoi les gens manifestaient. Est-ce que vous voyez? Pourquoi les gens manifestaient? Et à quel moment ces viols-là se sont produits? Et c'est ça. Et dans la mesure où les Ivoiriens désapprouvaient totalement les raisons de ces manifestations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a eu l'amalgame politique. Il y a eu la désapprobation de la population. Cela fait qu'aujourd'hui, les enquêtes se déroulent, mais que, bon, les gens se disent un peu, c'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. Merci, comment présentez-vous et dites en quoi vous êtes une victime de la crise post-électorale? Je m'appelle Bama Makourako. Je suis une victime de la crise post-électorale. Ça là, bon, moi on m'a envoyé à l'école de police où j'ai été torturé, violé, et j'ai perdu, bon, grâce aux tortures, bon, j'étais en début de grossesse, la grossesse a passé, et j'ai été tellement frappé que je suis tombé évanoui. Laissé prendre, mais j'ai pris le temps ces derniers temps quand même de chercher à fouiller un peu. Cette question de l'article 48 dont on parle tant, à quel moment elle a été prise et qu'est-ce qu'elle disait et c'était quoi la décision finale? Allez-y, Élisée. L'article 48 effectivement a été prise suite à l'accord de Pretoria qui a eu lieu en 2005. Et c'était un prélude aux élections générales de 2005. Alors on va faire un peu de pédagogie. Pour ceux qui nous regardent et qui se disent, ils parlent de quel article 48? Petit rappel. Oui, l'article 48 de la Constitution de 2000. Ivoirienne. Voilà, ivoirienne, qui donnait donc le droit au chef de l'État de prendre un certain nombre de dispositions exceptionnelles, de façon exceptionnelle. Et cet article 48 a été prise suite à l'accord de Pretoria, où sur instruction, bien évidemment, du facilitateur, donc de M. Thabo Mbeki, a demandé au chef de l'État de prendre donc cette disposition-là pour permettre que l'ensemble des candidats en conflit à la crise, comment on appelle ça, qui a abouti à la rébellion, de pouvoir être
candidat. C'était pour l'élection 2005. Dans un cadre précis, c'est ça, Élysée? Oui, c'était pour l'élection 2005. 2004 même d'ailleurs. Et voilà, 2004 d'ailleurs, qu'il y a eu l'accord de Pretoria. C'était pour 2005. 2005, il n'y a pas eu d'élection. Je vous lis une décision du Conseil constitutionnel qui date de 2009. Allons-y, Élysée. Et le Conseil constitutionnel reprend effectivement ce qui se passe. Je reviens dessus, je donne l'intitulé décision numéro CI 2009 EP 026/2810/CC SG, Conseil constitutionnel secrétariat général. Ok, voilà ce que à la page 4, voilà ce que dit l'article. Vous me permettez de lire, pour que tout le monde comprenne. Considérant par ailleurs que l'article 2 de la décision, je vous épargne tout, 2014, indique que la décision numéro 2005, PR du 5 mai 2005, produit son plein effet pour l'élection présidentielle du 29 novembre, qu'en vertu de l'article 1 de la décision, je vais vous citer un peu tout ça, je viens sur ça, considérant que ces tests consacrent deux catégories de candidats, à savoir d'une part, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Linas Marcoussis, déclarés éligibles, et d'autre part, les autres candidats soumis aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur. Considérant toutefois que si les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Linas Marcoussis sont éligibles en application de la décision 2005, c'est-à-dire ce qui a été pris en mai 2005, suffisait, il n'en demeure pas moins, je finis, il n'en demeure pas moins soumis aux conditions de présentation des candidatures prévues par les articles 24, 25, 26, 51, 53, 54 et 55 du Code électoral. Qu'en conséquence, le candidat à l'élection présidentielle issu de cette première catégorie, c'est-à-dire donc ceux qui ont bénéficié de l'accord, est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de la signature en indiquant les mentions relatives. Ses noms et prénoms, sa filiation, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, son domicile, sa profession, la nationalité de ses pères et mères, la couleur, le sigle et le symbole choisi par les bulletins uniques de vote, le parti politique l'ayant investi, le cas échéant. Quand on finit de dire ça, en bon français, ça veut dire quoi? Quoique ces personnes-là aient bénéficié des résultats d'un accord qui a eu lieu en 2004, ça ne les exempte pas de produire les documents qu'il faut pour être candidat. Ça veut dire quoi? Même si tu avais été éligible, ça veut dire que l'article 48 t'avait rendu éligible, tu as l'obligation de produire les documents exigés. Ça veut dire que si au terme Justement, pourquoi vous insistez sur les documents? Mais c'est important, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au terme de ce processus, quelqu'un était donc déclaré candidat, ça veut dire qu'il remplissait les conditions. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va au-delà de l'accord. Ça veut dire s'il a été au thème du... Parce que je peux sortir la liste de ceux qui ont été retenus. En parallèle maintenant avec la situation que nous vivons, Élysée. Oui, ce que je veux dire, c'est simple, hein. Je vais juste expliquer quelque chose. Vous savez, un mensonge plusieurs fois répété finit par devenir une vérité. Selon certains, oui. Oui, ça finit par devenir une vérité. L'article 48, là, elle a été prise dans un contexte précis. Mais l'article 48, là, c'est pas ça qui a rendu Ouattara éligible. Ce qui a rendu Ouattara... Qu'est-ce qu'il a rendu éligible? Mais c'est ce que je viens de lire. Ce qui a rendu le président Ouattara éligible, l'article 48 a rendu éligibles les candidats. Mais le Conseil constitutionnel a dit... Les documents. Dans sa décision que j'ai citée du 29 novembre, a dit que on ne peut pas... C'est pas parce que comment on appelle ça? Les accords vous ont rendu éligible que vous êtes exempté de produire les documents. Et ces documents, je les ai cités. Et au terme de ce... je peux lire toute la décision jusqu'au bout, hein, c'est parce que c'est long. Maintenant, en parallèle... Au terme de la décision, la liste des candidats est sortie, il y a des gens qui ont été rejetés et il y a des gens qui ont été retenus. Ça veut dire quoi? Je suis en train de dire quelque chose. Où je veux en venir, je veux dire que les accords, les échanges, les discussions politiques, là, c'est vrai, c'est important. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut toujours promouvoir le dialogue et les discussions. Mais à un moment donné, il faut faire preuve de bonne foi. C'est-à-dire? Il ne faut pas faire preuve de mauvaise foi. Il ne faut pas toujours brandir le fait que non, sur la base d'un tel article, on a permis à un tel de devenir ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça devient du chantage. Et ça, c'est ce qui n'est pas bien. À un moment donné, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on est dans une posture où on est imbu par la volonté de voir notre pays aller à l'apaisement. Ce qui est passé là, parce que c'est bien beau de dire qu'on a passé, mais ce qui est passé là, c'est passé. Regardons à l'avenir. À l'avenir, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que les choses avancent? Et je répète et je dis, pour moi, j'estime qu'il faut qu'on ouvre le dialogue politique. Ça, je le répète et je le dis encore. Et qu'on en discute, et qu'on trouve un terrain d'entente qui soit à même de vraiment créer les conditions des futures élections apaisées. Alors, Élysée, donc, pour retenir, pour faire court, ça veut dire que le président Alassane Ouattara donc, a été candidat,
sur la base de cet article qui a été fait dans un contexte... C'est une décision qui est disponible. Bien précis. Que tout le monde au Conseil constitutionnel. Oui, bien sûr. Oui. Oui, je suis d'accord. Je vais juste résumer vos propos. Dans un contexte bien précis, c'était l'INAS Marcoussis. Il y avait aussi, donc il fallait aussi que les candidats puissent positionner leurs documents. Enfin, il y a un contexte qui sous-tend la candidature. L'article a été pris en prélude à l'élection 2025. L'élection 2025 avait eu lieu et on est allé à l'élection 2010. Très bien. Herman, et la décision du Conseil constitutionnel, elle existe, elle est fonctionnelle. Chers amis du RDR, je vous attends, mais ne me demandez pas l'impossible. Je ne suis pas juge. Je vous aiderai à voir tous les juges qu'il faut voir. Mais je ne suis pas juge. Je ne le ferai ni pour vous, ni pour aucun autre Ivoirien. Que les juges fassent leur travail. Et que le président de la République fasse son travail. Et que les députés fassent leur travail. Et que le forum fasse son travail.